Salut tout le monde, alors bienvenue dans cette première partie d'un tutoriel qui je pense va être assez long mais que je vais découper en plusieurs parties. Donc tutoriel sur le langage de programmation Python, qui permet de faire beaucoup de choses à la fois pour vos projets personnels, donc des petites applications très simples, mais aussi, et c'est ce à quoi nous allons nous intéresser par la suite, Python va nous permettre de faire des petits programmes, des petits plugins en fait à l'intérieur de logiciels tels que Maya, Blender, Cinema 4D, Houdini, RealFlow, etc. Donc Python, c'est un langage de programmation qui est beaucoup utilisé et notamment dans le domaine des effets spéciaux. Donc la plupart des logiciels, comme ceux que je viens de vous citer, supportent Python. Donc c'est vraiment super pratique puisque en apprenant un seul langage de programmation, on va pouvoir utiliser nos connaissances dans plusieurs domaines. Donc pour commencer, on va commencer par télécharger Python. Pour télécharger Python, en fait, on va aller sur le site python.org dans Downloads et vous allez tout simplement télécharger la dernière version, donc qui est la 3.4.1. Donc une fois que vous la téléchargez, c'est assez simple, c'est un fichier exe, donc vous le lancez, vous l'installez et vous aurez Python. Donc pour la petite histoire, Python, il y en a peut-être qui connaissent et qui se sont demandé si ça venait de là. Eh bien oui, ça vient des Monty Python. La prononciation anglaise qui est donc Monty Python, en français on dit plus les Monty Python, mais si vous dites ça sur le continent américain, on va vous rire à la figure. Moi je dis Monty Python, sinon je vais me faire taper dessus. Voilà, donc ce groupe de comiques britanniques, vraiment super drôle. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment un humour en tout cas que j'adore. Et donc vous allez voir que le logiciel qui permet d'écrire du Python à la base s'appelle Idle. Donc là, il nous marque Python Shell, mais si on vient dans Help ici, on voit que c'est Idle, I-D-L-E, et donc là, ça vient encore de ce groupe de comiques britanniques, puisque c'est le nom de famille, en fait, d'un des membres du groupe, donc Eric Idle, donc ce monsieur ici. Et voilà pour la petite histoire. Donc si vous vous demandiez, oui, le Python vient bien de Monty Python et non de la bestiole un peu bizarre ici qui fait un peu peur. Donc voilà pour la petite histoire et donc on va commencer à se plonger dans le Python tout de suite. Donc voilà pour l'introduction. Alors tout d'abord, vous vous demandez peut-être pourquoi le Python et pas un autre langage de programmation. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'introduction, c'est un langage qui est beaucoup utilisé dans le domaine des VFX. On peut aussi utiliser par exemple le langage C pour faire des plugins, mais c'est un peu plus complexe. Donc là vous voyez par exemple une petite comparaison, donc deux programmes, enfin un seul programme en fait, mais la version C++ et la version Python, et on peut voir que la version Python est déjà beaucoup plus courte et aussi plus lisible. Donc on n'a pas toutes ces accolades qui font peur généralement aux débutants dans le C, donc toutes ces petites accolades ici qu'on a ici, que l'on ne retrouve pas en Python. Donc le Python est réputé pour être beaucoup plus lisible, beaucoup plus simple à comprendre pour les débutants, donc c'est un super langage pour commencer à apprendre la programmation. Alors, comme je vous l'ai montré dans l'autre vidéo, la première façon d'écrire du Python, c'est d'ouvrir idle. Donc, une fois que vous avez installé Python, vous tapez idle et là, vous allez le trouver. Donc, c'est vraiment le petit programme qui va nous permettre de taper des lignes de code et d'avoir du résultat. Donc là, par exemple, je vais vous montrer la première ligne de code qu'on va taper, donc le fameux Hello World. Donc là, si je mets print, que j'ouvre la parenthèse, que j'ouvre des guillemets et que je tape du texte, donc là, Hello World, je ferme les guillemets et je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée et là, ça marche, donc le logiciel nous retourne Hello World, donc on a bien réussi à faire ce qu'on veut. Alors petite précision, dans la version 3 et plus de Python, il faut maintenant mettre des parenthèses après print. Donc sur la plupart des programmes, donc Maya, etc., qui utilisent des versions antérieures à la version 3 de Python, vous allez pouvoir écrire print sans parenthèse, mettre tout simplement un espace et ce que vous voulez écrire. Mais si on le fait dans les versions 3 et plus, vous voyez qu'il va nous mettre une erreur. Donc ça, c'est un petit truc à faire attention. Donc dans les versions 3 et plus, n'oubliez jamais de mettre les parenthèses
à côté de print pour afficher ce que vous voulez comme texte. Donc le Python Shell ici, on va pas beaucoup l'utiliser en fait, puisque je trouve que c'est pas super pratique, on peut difficilement enregistrer, je sais même pas, oui ici on peut enregistrer ce qu'on fait, mais ça va être on va pas pouvoir vraiment avoir plein de code à la suite, ça va tout être entrecoupé par les tests qu'on fait. Donc là par exemple vous voyez que mon print hello world il a disparu et qu'il n'est plus là. Donc moi je vais préférer utiliser un autre petit logiciel gratuit qui s'appelle Sublime Text. Donc c'est un logiciel super utilisé dans le monde de la programmation puisqu'il permet de faire beaucoup de choses, donc il nous simplifie énormément la vie. On va avoir plein de petites fonctions comme par exemple là si j'écris, alors je vais me mettre en Python déjà, et si j'appuie sur for et que je fais tab, vous voyez qu'automatiquement j'ai tout ce texte qui se met à ma place. Donc là vous n'y comprenez rien pour l'instant, c'est pas grave, mais vous voyez que ça va grandement nous simplifier la vie. Donc là qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement créer un fichier Python. Donc je vais rien écrire pour l'instant, je vais juste faire save as, je vais le sauvegarder sur le bureau et je vais l'appeler tout simplement T ou A ou B, n'importe quoi. Donc là je vais mettre T comme pour tuto. Je vais l'enregistrer, donc vous allez comprendre pourquoi je mets juste une lettre comme ça, c'est parce qu'on va utiliser le command line ici, donc invite de commande. Donc pour l'ouvrir, vous tapez tout simplement cmd sur votre Windows, vous avez l'invite de commande, vous l'ouvrez, et voilà, on a cette fenêtre. Et là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir aller sur le desktop, donc je vais faire cd desktop. Donc là, ça m'amène sur le desktop, et maintenant, j'ai plus qu'à appuyer sur T, faire entrer, et là, il va automatiquement me lire mon fichier t.py. Donc là, je peux refaire la même chose que dans idle, donc je mets print parenthèse hello world, et là vous voyez donc encore un petit truc super intéressant, quand on ouvre une parenthèse, Sublime nous la ferme automatiquement et nous met le curseur entre les parenthèses. Donc pareil si on fait des guillemets, donc là vous voyez que ça va permettre de gagner beaucoup de temps. Donc là je fais print hello world, je sauvegarde, je reviens dans mon invite de commande ici, j'appuie sur T et là vous voyez que ça fait exactement la même chose, ça nous marque notre texte. Donc voilà le petit setup que j'ai paramétré et qui va nous permettre donc d'écrire du texte ici, de l'avoir ici qui va rester sauvegardé dans notre fichier t.py, donc notre fichier Python, et on va avoir simplement à venir ici appuyer sur T et sur Entrée pour faire des tests avec notre code. Alors là, on va commencer avec un petit exercice, donc on va faire un petit chat en fait, donc des gens qui se parlent. Donc on va mettre plusieurs prints à la suite, donc là on va mettre par exemple Pierre, deux points, et on va mettre ce que va écrire Pierre. Donc Pierre il va dire salut, et après on va avoir Paul qui va lui répondre salut aussi, et enfin Pierre qui va lui demander s'il va bien et Paul qui va lui dire oui. Voilà, donc là on a tout ça, on sauvegarde, on appuie sur T, on fait entrer et là on a donc notre petite conversation entre Pierre et Paul. Donc là c'est bien sympa, on a plusieurs prints à la suite. Et le petit inconvénient, c'est que maintenant, si notre interlocuteur change, donc si à la place de Pierre, on a Jacques, et ben là, ça va être embêtant parce qu'il va falloir changer, à chaque fois qu'on a Pierre, il va falloir le changer pour Jacques. Alors, heureusement, déjà, dans Sublime Text, on a des petites fonctions intéressantes. Donc, par exemple, si je sélectionne un nom et qu'il le retrouve à un autre endroit dans le document, j'ai tout simplement besoin de faire CTRL-D et vous voyez qu'il va sélectionner les deux. Donc là, je vais pouvoir changer Pierre pour Jacques. J'enregistre. Je relance le programme et là ça marche, mais c'est un petit peu embêtant puisque si j'ai 50 itérations comme ça, si j'ai 50 fois Jacques qui parle, ça va être un petit peu embêtant même avec Sublime Text de venir sélectionner à chaque fois tous les Jacques. Donc là je vais vous introduire le concept de variable. Alors une variable, qu'est-ce que c'est? En fait c'est quelque chose qui va être stocké dans la mémoire de notre ordinateur et qui va pouvoir être réutilisé à plusieurs endroits. Donc une variable, il va falloir la déclarer, donc là c'est assez simple, on a tout simplement besoin de dire en fait à quoi va être égale notre variable. Donc là par exemple je vais dire O name égale Jacques. Donc pourquoi je mets un O ici avant le nom de ma variable? Tout simplement pour éviter d'avoir des problèmes. Donc par exemple, si il vous arrive de vouloir appeler une variable for, donc comme ça, for,
eh bien ce mot est déjà utilisé pour faire des boucles. Donc les boucles, on verra après ce que c'est, mais vous allez voir que ce nom est déjà utilisé. Donc si je mets for égale Jacques, là je vais avoir une erreur. Donc pourquoi on met un O? Eh bien tout simplement pour éviter d'avoir ces erreurs, parce que par exemple si je mets O for, là il ne reconnaît plus le for comme étant ce qui va nous servir à faire des boucles, mais comme une variable. Donc c'est une bonne habitude à prendre de toujours mettre un O devant le nom de notre variable pour éviter les conflits avec d'autres noms qui sont utilisés par Python. Donc là je vais l'appeler oname, je vais dire Jacques, et là à la place de Jacques ici, je vais mettre le nom de ma variable. Donc là je vais le remplacer ici aussi. J'enregistre. Alors là, oui, Sublime Text est gratuit, mais il nous rappelle qu'on peut acheter une licence si on veut. Donc là, ça va revenir de temps en temps, vous inquiétez pas, vous cliquez sur Annuler et vous pouvez continuer d'utiliser ce logiciel. Donc là, je relance mon programme et là, vous voyez qu'on a bien Jacques qui parle. Alors petit problème ici, on n'a plus les deux points. Donc pas de panique. On va tout simplement ajouter les deux points après le nom de la variable. Donc comment? Eh bien tout simplement en mettant plus, en ouvrant des guillemets et en mettant les deux points. Et donc ça va nous permettre d'ajouter en fait du texte à notre variable. Donc là c'est ce qu'on appelle la concaténation. Donc là on a le nom de notre variable auquel on ajoute les deux points ici qui sont entre guillemets. Donc les guillemets ça permet de définir ce qu'on appelle un string. Donc string c'est une chaîne de caractères. Donc là c'est une chaîne de caractères qui est composée des caractères J, A, C, Q, U, E, S. Et donc cette chaîne de caractères qu'on va pouvoir réutiliser dans nos prints. Donc là je fais un save, je relance mon programme et là vous voyez que ça marche bien, on a les deux points après Jacques. Donc là je peux déclarer autant de variables que je veux, donc je vais pouvoir dire oname2 égale Pierre et remplacer Paul ici par oname2, je rajoute les deux points. Donc là, une autre petite fonctionnalité intéressante de Sublime Text, vous voyez qu'on a deux curseurs, donc ça me permet d'écrire à deux endroits en même temps. Donc ça, c'est assez sympa. Donc là, j'enregistre, je relance, et là, donc ça marche super bien, sauf que là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir changer juste une seule fois. Donc là, si c'est Marie maintenant qui parle à Jacques, j'enregistre, je lance, et là vous voyez que tout s'update automatiquement. Donc ça c'est super pratique puisque on va pouvoir déclarer des variables en haut de notre programme et les utiliser par la suite plusieurs fois dans notre programme. Alors des variables, il y en a plusieurs types. Donc là on a vu le string, donc qui est une chaîne de caractères, donc comme ceci. Donc là par exemple on va marquer bonjour. On a aussi les integers, donc ce qu'on appelle un integer, c'est en fait un nombre entier. Donc si par exemple je mets oint égale 5, donc là il va reconnaître cette variable comme étant un nombre et non une chaîne de caractères. Et un autre type qu'on a aussi c'est les floats, donc ça c'est des nombres avec des virgules, donc à décimale. Donc là si je mets float égale 5.5, il va reconnaître cette variable comme un nombre à virgule à décimale. Donc là faites bien attention, c'est pas une virgule qu'on met, mais un point. Donc puisque c'est la notification, la notation pardon, anglaise. Donc voilà pour les types de variables. Donc il y en a d'autres mais qu'on utilise plus rarement. Ça c'est vraiment les trois types de variables qu'on va utiliser le plus souvent. Et même je vous dirais que le plus souvent on utilise juste ces deux-là. Donc c'est déjà bien de connaître ces deux-là et par la suite vous verrez qu'on en découvrira peut-être d'autres. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des opérations avec ces variables. Donc là par exemple, si je mets int1 égale 5 et int2 égale 10, je vais pouvoir additionner ces deux nombres, donc tout simplement en faisant int1 plus int2. Et donc là ça va m'afficher le résultat donc de int1 plus int2, donc à savoir 15. Donc 5 plus 10, ça fait bien 15, donc c'est parfait. Et donc là, encore une fois, le pouvoir des variables, vous changez ici la variable et le résultat s'actualise automatiquement. Donc là, ça c'est assez sympa. Donc là, si par exemple je mets oname égale Thibaut et int2 égale 10, on va essayer de les ajouter et vous allez voir ce que ça va donner. Donc là, il nous dit
il nous met une erreur. Donc l'erreur, c'est que il ne peut pas convertir la chaîne de caractères en nombre. Donc là, on n'arrive pas à additionner ces deux types de variables. Donc pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est une chaîne de caractères et l'autre qui est un nombre. Donc là, je vais vous introduire au concept de conversion. Donc on va pouvoir convertir des variables d'un type à un autre. Donc là, par exemple, oname, c'est une chaîne de caractères, et donc pour pouvoir ajouter oint2 à oname, eh bien je vais devoir convertir le nombre 10 en chaîne de caractères. Donc là je vais taper string, donc str, et je vais mettre oint2 entre parenthèses, et donc là ça va convertir oint2, donc ça va convertir ce nombre en chaîne de caractères. Donc si j'enregistre et que je relance, vous voyez que là, il a bien réussi à faire l'addition. Et donc là, comme c'est une addition de chaînes de caractères, eh bien, il fait juste les mettre les deux à la suite. Par contre, si je viens ici mettre le nombre 10, donc là, on a oname qui est égal à 10, mais qui n'est pas égal au nombre 10, mais à la chaîne de caractères 10, eh bien, si je sauvegarde ici et que je relance mon programme, vous voyez qu'il n'a pas additionné les deux nombres. Il n'a pas fait donc 20, on n'a pas 10 plus 10 égale 20, on a 10 plus 10 égale 1010. Donc puisque là, les deux variables sont considérées chacune comme des chaînes de caractères. Donc il va juste placer oint2 à la suite de oname, donc il va mettre 10 à la suite de 10. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut venir cette fois convertir oname en integer. Donc là, on va faire int et on va mettre oname entre parenthèses. Et donc là, il va convertir la chaîne de caractères 10 en nombre. Et si on sauvegarde et qu'on refait le programme, vous voyez que là, cette fois, on a bien l'addition des deux nombres, donc 10 plus 10 égale 20. Donc ça, c'est un concept qui est intéressant, puisqu'on va parfois avoir besoin de jongler d'un type à un autre. On va parfois récupérer, par exemple, un nombre qu'on va avoir besoin de convertir en chaîne de caractères. Donc ça, c'est assez sympa et c'est assez facile à faire, donc de pouvoir convertir ces variables d'un type à un autre, donc avec string, comme ceci, et int. Donc là, on met notre variable à l'intérieur de ceci et ça va automatiquement nous convertir notre variable. Alors maintenant qu'on a vu les variables, on va s'intéresser aux structures conditionnelles. Alors les structures conditionnelles, c'est vraiment ce qui va nous permettre de tester plusieurs choses, donc de tester notamment nos variables pour voir si elles sont vraies, si elles sont fausses, si elles sont contenues dans une liste, si elles sont plus grandes ou plus petites qu'une certaine valeur, etc. Donc c'est vraiment l'une des bases de la programmation. Donc les structures conditionnelles, on a la structure if, qui va être couplée à else, et qui va donc nous permettre de tester par exemple des variables. Donc là, on va créer une variable qu'on va appeler oname, encore une fois, et on va donc assigner une chaîne de caractères à cette variable, donc ça va être un string, et on va tester cette variable. Donc là, je vais faire une structure conditionnelle, donc je vais lui dire if oname. Là, je vais lui demander si elle est égale à quelque chose. Donc là, je vais mettre 2 égales. Donc ça, c'est une erreur que font souvent les débutants, c'est de mettre un seul égal. Donc quand on en met juste un, en fait, c'est pour assigner quelque chose à notre variable. Donc là, si on veut tester si la variable est égale à quelque chose, il faut en mettre 2. Donc if oname égale Pierre. Là, on met les 2 points. Donc ça, c'est très important. À la fin d'un if, on met les 2 points. Là, je retourne à la ligne et là, vous voyez qu'automatiquement, Sublime Text m'a fait une petite une tabulation ici. Donc ça, c'est très important. En fait, c'est ce qui remplace les parenthèses comme ça, les accolades qu'on retrouve par exemple dans le langage C. Donc Python, lui, va préférer la tabulation. Donc si je veux que le programme comprenne que là, je vais rentrer dans ma structure conditionnelle, je vais devoir lui mettre une tabulation, donc que Sublime Text me met automatiquement. Donc là, je vais continuer d'écrire le code et vous allez comprendre un peu mieux par la suite. Donc là, je lui demande de vérifier si oname est bien égal à Pierre. Et si c'est le cas, je vais lui demander d'afficher quelque chose. Donc je vais lui demander de mettre par exemple victoire. Donc j'enregistre, je lance mon programme et là, vous voyez que la condition est validée. Donc oname est bien égal à Pierre et donc la structure est validée et donc on passe à la suite, donc là on passe au print. Si la structure conditionnelle n'est pas validée,
Je vais enregistrer, je relance, et là on voit que ça ne m'affiche rien. Donc là, le petit problème c'est que ça ne m'affiche rien, donc moi j'aimerais bien afficher quelque chose au cas où la condition n'est pas vérifiée. Donc là, je reviens à la ligne, et je vais écrire else. Donc ça, else, c'est tout le reste. Donc si la variable oname est égale à Pierre, alors on imprime victoire. Si c'est quelque chose d'autre, donc peu importe ce que c'est, eh bien on va afficher quelque chose. Donc là, je vais imprimer échec. J'enregistre, je lance, et là, vous voyez que ça me met bien échec. Le troisième truc qu'on peut écrire dans une structure if, c'est elif. Donc attention à ne pas confondre, enfin à ne pas écrire else if. Il y a certains langages de programmation où le else if s'écrit else if. En Python, c'est elif. Et donc là, vous voyez que quand je l'écris bien, Sublime Text me le met en rouge rosé automatiquement. Donc là, elif, c'est pour tester d'autres conditions. Donc else, c'est pour tout le reste. Elif, c'est pour tester d'autres conditions. Donc là, je vais mettre elif au name égale Marie. Donc là, je vais écrire print victoire encore, par exemple. Et on va mettre else. Donc ne pas oublier les deux points à chaque fois. Et là, on va mettre, donc, encore une fois, échec. Donc là, vous commencez peut-être à comprendre un peu mieux le principe des tabulations. Donc là, on a notre boucle principale, donc if. Donc là, on peut le faire en français si vous préférez. Donc si oname égale Pierre, alors on imprime victoire. Sinon, si oname égale Marie, alors on imprime victoire encore. Et pour tous les autres cas, donc else, on imprime échec. Donc là, j'enregistre. Là, il me met bien victoire encore puisque ma variable est égale à Marie. Si je mets Pierre et que j'enregistre, je relance. Là, on a juste victoire, donc là, c'est bien. Là, le programme passe dans cette boucle ici. Et si je finis par mettre autre chose, donc marque par exemple, là, ça ne va correspondre ni à Pierre ni à Marie, et donc on va aller dans le reste, donc else, et on va imprimer échec. Donc voilà pour la théorie derrière cette structure conditionnelle, donc if, elif et else, qui va nous permettre de tester des variables. Donc c'est quelque chose qu'on va réutiliser très souvent en programmation. Alors dans cette partie, on va faire un petit exercice pour mettre en pratique tout ce qu'on a vu jusque-là. Donc je vais vous introduire à une fonction de Python qui est la fonction input, et qui va nous permettre de récupérer des données saisies par l'utilisateur du programme. Donc ça, cette fonction est uniquement valable dans l'invite de commande ici. Donc vous allez voir plus tard quand on va faire des programmes dans des logiciels qu'on va utiliser d'autres méthodes pour récupérer des données de l'utilisateur. Donc là, pour l'invite de commande, on va y aller avec la fonction input. Donc la fonction input, ça va nous permettre de récupérer ce qu'entre l'utilisateur dans une variable. Donc là, je vais mettre par exemple au âge égale input, et là, à l'intérieur des parenthèses, je vais lui mettre du texte. Donc ça, c'est le texte que ça va nous afficher. Donc je vais lui dire par exemple quel âge avez-vous. Donc c'est une question. Je vais mettre un petit espace après puisqu'on va taper du texte. Et là, je vais imprimer au âge. Donc j'enregistre, je relance le programme. Donc là, ça marche. On a la phrase qui s'affiche. Donc quel âge avez-vous? Donc là, je vais lui dire que j'ai 20 ans. J'appuie sur Entrée et là, vous voyez que ça nous imprime donc notre variable au âge. Donc tout marche parfaitement. Et donc là, on va pouvoir tester cette condition, donc cette variable, pardon. Donc on va pouvoir tester, par exemple, si j'ai plus ou moins que 20 ans. Donc là, on va utiliser notre structure conditionnelle, donc la structure conditionnelle if. Donc je vais lui dire, vérifie donc si au âge, et là je vais lui mettre le signe plus grand, donc plus grand ou égal même. Donc si au âge est plus grand ou égal à 18, alors je vais afficher bravo, vous êtes majeur. Sinon, donc si au âge plus petit que 18, là je vais lui dire dommage, vous êtes mineur. Donc là on vérifie, donc si l'âge entré
est bien plus grand ou égal à 18, on est majeur. Si c'est plus petit que 18, on est mineur. Donc là, j'enregistre, je lance. Il va me demander quel âge j'ai, je vais lui dire que j'ai 20 ans. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous met une erreur, donc il nous dit qu'il n'arrive pas à comparer en fait un type donc, de chaîne de caractères par rapport à un integer. Donc pourquoi? Parce que tout simplement, ce qu'on a rentré comme âge ici, il va le mettre dans la variable au âge, mais il va l'interpréter comme une chaîne de caractères. Donc le 20 que j'ai entré ici, il va pas le comprendre comme un nombre, mais il va le comprendre comme une chaîne de caractères ici, et donc il ne va pas réussir à comparer cette chaîne de caractères à ce nombre ici. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir convertir cette chaîne de caractères en nombre. Donc ça, on l'a déjà fait dans les tutoriels précédents, et donc on va tout simplement mettre toute cette ligne ici, donc input, quel âge avez-vous, on va la mettre dans un int, donc entre parenthèses, donc int, j'ouvre la parenthèse input, quel âge avez-vous, je ferme la parenthèse de mon input, donc là on vérifie, on a bien une, deux parenthèses qui ouvrent et une, deux parenthèses qui ferment, donc c'est bon, tout est correct, et donc ça nous permet de récupérer la valeur qu'on va entrer ici et de la convertir directement en integer pour qu'il puisse faire ici l'opération. Donc je sauvegarde, je relance, il me demande quel âge j'ai, je vais lui dire 20 ans, et là il me dit bravo, vous êtes majeur. Si je relance et que je lui dis que j'ai 15 ans, il me dit dommage, vous êtes mineur. Donc là tout marche correctement. Alors maintenant qu'on a vu les structures conditionnelles et les variables, on va voir les boucles. Alors les boucles, ça va nous permettre de répéter un certain nombre de fois une action. Donc on va par exemple pouvoir répéter 100 ou 200 fois une action. Donc c'est ça une des forces de la programmation, c'est qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses. Donc en fait c'est l'ordinateur qui va répéter des centaines de fois la même opération, donc quelque chose qui serait beaucoup plus long à faire à la main. Donc si vous avez besoin par exemple dans un logiciel 3D de créer 150 sphères et de les bouger chacune de 5 unités vers la gauche, bah, ça va vous prendre peut-être 10 minutes, alors que le programme il va faire ça en 1 ou 2 secondes. Alors on a deux types de boucles qu'on va utiliser le plus souvent en Python, donc c'est la boucle for et la boucle while. Donc for comme ça et while comme ceci. Donc for en fait ça va nous permettre de répéter une action un certain nombre de fois. While ça va nous permettre de répéter une action tant qu'une condition n'est pas vérifiée en fait. Donc tant qu'une variable par exemple n'est pas égale à quelque chose, on va continuer la boucle. Alors je vais commencer avec la boucle for, donc on va devoir lui fournir une variable. Donc je vais commencer par écrire for, et on va donc lui donner une variable, donc le plus souvent c'est i, et donc cette variable en fait elle va prendre la valeur de ce dans quoi on fait notre boucle. Donc là par exemple je vais faire une boucle dans une fourchette de 0 à 20, donc dans des nombres qui vont de 0 à 20, donc pour ça je vais dire pour i dans le range, donc ça c'est ce qu'on appelle une genre de gamme, une fourchette, donc comme je vous disais, donc ça peut être n'importe quel nombre, donc de 0 à 10, de 0 à 20, de 150 à 300, etc. Donc pour i dans un range de 0 à 10, donc 0,10, donc là je lui dis le début ça va être 0, la fin ça va être 10. Je mets les deux points, je reviens à la ligne, donc là automatiquement il me met une tabulation, donc n'oubliez pas à chaque fois que vous entrez dans une structure conditionnelle, une boucle ou quoi que ce soit, quand vous entrez dans quelque chose, vous mettez une tabulation pour bien lui indiquer qu'on est à l'intérieur de la boucle. Donc là qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire tout simplement d'afficher i. Donc là qu'est-ce qu'il va faire dans ma boucle? Eh bien il va assigner en fait à i le nombre 0, il va l'afficher, et après il va continuer, donc il va lui assigner le nombre 1, il va l'afficher, il va continuer, etc. Donc là j'enregistre, je lance, et là vous voyez qu'il m'a bien affiché 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc pourquoi il ne m'a pas affiché 10? Puisque tout simplement c'est exclusif. Donc le 10, il va aller en fait de 0 à 10. Donc comme il va afficher également 0, donc ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on a bien 10 nombres ici qui sont affichés. Donc si vous voulez aller jusqu'à 10, eh bien il faut en fait aller de 0 à 11. Donc là, je relance, et là on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc si on veut les nombres de 1 à 10 seulement, on commence à 1,
on relance, et là on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, c'est parfait. À savoir que si vous voulez directement mettre une fourchette, si vous voulez, qui part de 0 et qui va jusqu'à un certain nombre, vous n'êtes pas obligé de taper le 0, vous pouvez tout simplement mettre, par exemple, 20. Donc là, il va automatiquement partir de 0, donc si je relance le programme, vous voyez qu'il part de 0 et qu'il va jusqu'à 19, donc puisque de 0 à 19, ça fait 20 nombres. Donc là, on comprend très facilement que notre boucle est répétée 20 fois. Donc, si on veut la répéter seulement 10 fois, on peut très bien faire range 10. Donc là, je relance, il va faire 10 fois ma boucle. Ou je peux aussi faire de 10 à 20. Donc là, c'est la même chose, il va passer seulement 10 fois dans ma boucle. Donc voilà la première façon de faire une boucle. Alors là où ça va devenir vraiment très utile, c'est que on peut faire une boucle, on peut faire des itérations en fait, comme on dit, dans une boucle, pas seulement dans une fourchette de nombres, mais aussi dans des variables ou dans des listes. Donc les listes, on verra ça par la suite. Donc une liste, ça va être par exemple votre liste de courses. Donc vous avez une liste de plusieurs noms de légumes que vous voulez acheter, donc des poireaux, des carottes, etc. Et vous allez pouvoir afficher un à un votre liste de courses avec une boucle. Donc ça, on verra par la suite. Donc là, pour l'instant, je vais vous montrer comment faire des itérations dans une chaîne de caractères. Donc là, on va créer une chaîne. Donc on va remettre notre fameux Pierre dans la variable onName. Et on va pouvoir faire une boucle à l'intérieur de cette variable. Donc là, pour que ce soit un peu plus clair et pour vous montrer qu'on n'est pas obligé d'utiliser i, je vais lui dire pour lettre dans onName, affiche-moi lettre. Et donc là, devinez qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va m'afficher chaque lettre une à une. Donc en fait, il va faire une boucle à l'intérieur de cette chaîne de caractères. Donc il va arriver ici et il va passer en fait par chaque lettre et il va nous imprimer chaque lettre. Alors pourquoi il va réussir à faire ça? Eh bien tout simplement parce que un string, donc une variable string comme ça, donc une chaîne de caractères, ce n'est rien d'autre qu'une liste de lettres séparées. Donc là vous pouvez imaginer que cette variable onName en fait c'est tout simplement la lettre P plus la lettre I plus la lettre E plus la lettre R, etc. Donc en fait vous allez comprendre ça facilement avec ce petit exemple. Donc on va mettre par exemple print onName, et là on va mettre des crochets, et on va lui dire 0. Et donc ça, qu'est-ce que ça va nous faire? Si on enregistre et qu'on lance, il va afficher P. Donc ça en fait, ça va nous permettre d'afficher la première lettre de notre chaîne de caractères. Et donc qu'est-ce qu'il va faire en fait dans la boucle? Vous allez voir que notre boucle, on va pouvoir l'écrire autrement. Donc on va pouvoir lui dire par exemple pour i dans range, donc là je reviens avec mon range et je vais lui dire va de 0 jusqu'à la longueur en fait de ma chaîne de caractères. Donc pour ça on va utiliser une fonction qui s'appelle la fonction len, et donc qui va nous retourner la longueur de la chaîne de caractères. Donc je vais vous montrer ça. Donc si je fais print len onName et que je supprime ça, j'enregistre, et donc là vous voyez qu'il me met 6. Donc là, est-ce que c'est juste 1, 2, 3, 4, 5, 6? Donc j'ai bien 6 lettres dans le prénom Pierre. Donc en fait, ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais dire pour i dans le range 0 jusqu'à la longueur de ma chaîne, donc de 0 à 6, eh bien, je vais imprimer, donc je vais afficher onName, et entre crochets, je vais mettre i. Et donc si on lance ça, eh bien ça me fait exactement la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure. Donc là, je vais repasser un peu plus en détail là-dessus. Donc là, on lui dit fais-moi une boucle. Dans ma boucle, tu vas créer une variable, donc la variable i. Tu vas lui assigner un nombre de 0 jusqu'à la longueur de ma chaîne, donc de 0 à 6. Donc là, i va valoir tour à tour 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tu m'imprimes à chaque fois le caractère, donc 0, 1, 2, 3, 4 et 5
de ma chaîne oname. Alors pourquoi on aurait envie de faire ça? Donc tout simplement parce que ici on va arriver au même résultat, donc à savoir qu'on va réussir à afficher chaque lettre de notre variable, mais le petit bonus c'est qu'on va aussi savoir à quel moment de notre boucle on est. Donc là par exemple si je lui dis de m'imprimer i plus oname, donc là pour que ce soit un peu plus clair je vais lui dire de m'afficher 2 points entre les deux, donc là je vais lui dire affiche-moi i plus 2 points plus la lettre qui est présentement donc dans la boucle. Donc là je lui dis ça, j'envoie ça. Alors là il me dit qu'il ne peut pas convertir int et string, donc là c'est une erreur assez courante. Donc là comme on l'a vu, on va convertir le i en string et comme ça il va pouvoir additionner le tout. Donc là j'enregistre, je relance et là vous voyez qu'on a bien 0, p, 1, i, 2, 3, 5, e, etc. Donc voilà pourquoi on pourrait avoir envie d'utiliser cette technique, donc le range allant de 0 jusqu'à la longueur de ma chaîne. Donc ça nous permet d'avoir dans la même boucle l'endroit où on en est. Donc est-ce qu'on en est à la première itération, à la deuxième, à la troisième, etc. Et le résultat donc de mon itération. Donc là, voilà, donc ça va être particulièrement pratique, vous allez voir par la suite avec les listes. Alors maintenant qu'on a vu la boucle for, on va voir la boucle while. Donc la boucle while, ça va nous permettre non pas de répéter une opération un certain nombre de fois, mais de répéter une opération tant qu'une condition n'est pas vérifiée. Donc là par exemple, on va pouvoir demander à l'utilisateur s'il veut quitter ou non le programme. Donc on va récupérer ce que saisit l'utilisateur dans une variable, donc oInput égale input, et on va demander voulez-vous quitter le programme, oui ou non. Voilà, comme ceci. Donc on récupère ça dans oInput, et là on fait une boucle while, et on lui dit, donc tant que oInput n'est pas égal à O, donc à oui, donc puisque là pour quitter le programme on va devoir appuyer sur la touche O, donc tant que oInput n'est pas égal à O, eh bien tu vas demander à l'utilisateur s'il veut quitter le programme ou non. Donc cette ligne-là qu'on a définie ici, en fait, on va la mettre à l'intérieur de notre while. Donc là, on fait une tabulation pour la mettre à l'intérieur, et là, on va s'occuper de notre condition. Donc tant que oInput n'est pas égal à O. Donc comment on fait ça? Donc il y a plusieurs moyens de le faire. Le premier, c'est en utilisant ce signe, donc un point d'exclamation suivi d'un égal. Donc ça va dire différent. Donc tant que oInput est différent de la lettre O, on met les 2 points, tu demandes à l'utilisateur s'il veut quitter le programme. Alors attention, parce que si on fait ça, on va avoir une erreur, puisque oInput, il est déclaré dans la boucle. Donc là, il ne va pas pouvoir vérifier si oInput est égal à quelque chose, puisque oInput n'est déclaré que après cette condition. Donc là, il va falloir qu'on déclare oInput avant, et on va mettre rien, donc à savoir 2 guillemets avec rien dedans. Donc là, comme ça, il va déclarer oInput, il va regarder, il va dire donc oInput c'est différent de O, puisque c'est égal à rien, donc c'est différent de O, et là, il va nous demander si on veut quitter le programme ou non. Si on met oui, il va sortir de la boucle, si on met quoi que ce soit d'autre, il va revenir et refaire la boucle. Donc là, on sauvegarde et on essaye. Donc je lance, donc voulez-vous quitter le programme? Si je mets quoi que ce soit, vous voyez, je peux entrer n'importe quoi, il va continuer à me demander si je veux quitter le programme. Si je mets oui, donc O, j'appuie sur entrée et là vous voyez que j'ai quitté le programme. Donc pour que ce soit encore plus clair, après ma boucle, je vais faire un petit print et je vais dire bravo, vous avez quitté le programme. J'enregistre, je relance, donc là voulez-vous quitter le programme, boum, j'entre n'importe quoi, il va me redemander. Et quand je dis oui, boum, il me dit bravo, vous avez quitté le programme. Donc ça, voilà, la boucle while, c'est très pratique pour tester, pour faire une boucle en fait, jusqu'à ce qu'une condition soit vérifiée. Alors, petite astuce ici, plutôt que d'utiliser cette notation ici, donc à savoir le point d'exclamation et le égal, on peut également utiliser le mot not. Donc on peut lui dire tant que not input, et donc là on va lui dire égal à 0. Donc là
on se souvient bien qu'on met 2 égales. Si on met juste un égal, c'est réservé ça pour assigner quelque chose à une variable. Donc quand on veut vérifier une condition, on met 2 égales. Donc je lui demande de répéter la boucle tant que input n'est pas, donc not input égale à O. Donc je sauvegarde, je relance, et là ça fait exactement la même chose. Donc si je mets oui, hop, bravo, vous avez quitté le programme. Donc voilà un petit exemple de la boucle while. Alors dans cette partie, on va voir enfin les listes. Donc les listes, ça va être très pratique, surtout dans le domaine des VFX. Donc pour récupérer par exemple la liste de tous les objets qu'il y a dans notre scène, la liste de toutes les fonctions, tous les rigs ou quoi que ce soit qu'on a dans une scène. Donc on va pouvoir les stocker dans une liste pour les réutiliser par la suite. Donc une liste, c'est comme ça ressemble à une variable en fait. Donc par exemple, je vais déclarer ma liste en écrivant oNameList, en mettant un égal, et là je vais ouvrir des crochets. Donc les crochets, ça va me permettre de définir les éléments que je vais avoir dans ma liste. Donc je mets des crochets, et là je vais commencer avec mon premier élément. Donc je vais mettre dans ma liste Pierre, je vais mettre dans ma liste Paul et Jacques. Je sauvegarde, et donc là on a 3 items, 3 éléments dans ma liste. Donc on a Pierre qui est un élément, je mets une virgule pour le séparer des autres éléments, Paul, je remets une virgule, et Jacques. Donc on peut faire pareil avec des nombres. Donc là j'ouvre ma liste et par exemple je vais mettre 0, 2, 5, 9 par exemple. Et donc là, une liste, on va pouvoir faire une boucle à l'intérieur d'une liste. Donc ça, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait. Et donc, je vais pouvoir vous le montrer maintenant. Donc là, par exemple, on peut faire pour... Et donc là, on va dire pour item dans oNameList print item. J'enregistre. Je lance le programme, et là vous voyez que j'ai fait une itération dans ma liste. Donc là, un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec les chaînes de caractères, il va passer dans la liste et il va prendre le premier item, le deuxième item et le troisième item. Et alors les listes, ça va être comme les chaînes de caractères comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va pouvoir également cibler l'item qu'on veut. Donc on va par exemple pouvoir récupérer l'item 0, 1 ou 2. Donc à savoir qu'une liste, chaque item dans votre liste a un identifiant, un ID en fait. Donc le premier item va avoir un identifiant de 0, le deuxième un identifiant de 1, le troisième de 2, etc. Donc les listes, comme tout ce qu'on a vu jusque là, ça commence par 0. Donc le premier caractère d'une chaîne, c'est pas 1, c'est 0. Le premier item d'une liste, ça va pas être 1, ça va être 0. Donc si on veut récupérer Pierre ici, on va dire oNameList, et comme pour notre chaîne de caractères, il y a quelques leçons, on va ouvrir des crochets et on va lui dire de récupérer le premier item, donc à savoir l'item 0, puisque comme je viens de vous le dire, les listes commencent à 0. Donc je sauvegarde, je lance, et là vous voyez qu'on a bien récupéré le premier item de la liste. Si je fais 1, on va récupérer le deuxième item. Et plus intéressant encore, c'est qu'on va pouvoir continuer à récupérer des informations à l'intérieur même d'un item. Donc par exemple, je vais cibler l'item 0, donc à savoir Pierre, et à l'intérieur de cet item même, donc à l'intérieur de Pierre, de oNameList 0, donc de mon premier item, je vais récupérer la première lettre, donc je vais mettre 0, donc la première lettre de mon item. Donc là j'ai 2 zéros entre crochets à la suite, donc le premier me sert à récupérer le premier item de ma liste, et le deuxième 0 ici entre crochets me permet de récupérer le premier caractère de mon premier item. Donc là, si je sauvegarde, j'ai bien récupéré la lettre P. Donc si je viens ici entrer 2, je vais récupérer la lettre J, puisque c'est la première lettre de mon deuxième item. Alors il y a quelques opérations assez intéressantes qu'on peut faire sur les listes. Donc la première, c'est qu'on peut ajouter un élément à une liste. Donc pour faire ceci, on va utiliser append. Donc je vais faire oNameList.append. Donc le point en fait, c'est pour
c'est des fonctions en fait des listes. Donc là, on a notre liste à laquelle sur laquelle on va appliquer une fonction. Donc là, c'est pour ça qu'on met un point. On ouvre les parenthèses et là, on va lui donner les arguments. Donc là, comme argument, je vais lui dire Marie, par exemple. Donc je sauvegarde, je vais l'imprimer avant pour qu'on puisse voir quelque chose. Je lance mon programme et là, on voit bien qu'on a Pierre, Paul, Jacques et Marie. Donc là, j'ai ajouté à ma liste l'item Marie. Un autre truc assez intéressant, c'est le insert. Donc le insert, la différence, c'est qu'on va pouvoir l'ajouter à un endroit précis. Donc par exemple, si je mets 1 et que j'écris Marie, donc là, il va ajouter Marie, mais pas à la fin de la liste, mais à la place de Paul, en fait. Donc là, si je sauvegarde et que je remplace T, vous voyez que j'ai Pierre, Marie, Paul, Jacques. Donc Paul, il avait l'indice 1 avant, et là, j'ai inséré Marie à l'indice 1, donc Paul se retrouve à l'indice 2, et Marie est insérée à l'indice 1. Un autre truc assez intéressant, c'est le remove. Donc si jamais vous voulez enlever quelque chose, vous faites remove, et là, je vais enlever Pierre. Je relance, et là, vous voyez qu'on a bien Paul, Jacques qui reste, et Pierre qui est parti. Si jamais vous ne savez pas précisément, en fait, ce que va contenir l'item que vous voulez enlever, vous pouvez utiliser la fonction pop. Pop, qu'est-ce que ça va faire? Ça va en fait par défaut enlever le dernier élément de notre liste. Donc là, si je fais juste pop et que j'ouvre des parenthèses ici, donc au name list, donc ma liste, point pop, et que j'ouvre des parenthèses. Donc pourquoi on met des parenthèses? C'est parce que c'est une fonction. Donc les fonctions, on peut leur passer des arguments. Donc des arguments, ça va être tout ce qu'on va écrire à l'intérieur des parenthèses. Et si vous ne mettez pas d'arguments, il faut quand même laisser les parenthèses, sinon ça ne va pas marcher. Donc là, je sauvegarde, je relance, et là vous voyez qu'il a enlevé le dernier item de ma liste. Donc comme je viens de vous dire, les fonctions, on peut leur passer des arguments. Donc la fonction pop, on peut lui passer un index. Donc je vais par exemple lui donner l'index 1. Et donc là, plutôt que d'enlever Jacques, il va enlever l'item qui se retrouve à l'index 1, donc à savoir Paul. Alors j'enregistre, je relance, et là vous voyez qu'il me reste seulement Pierre et Jacques puisque Paul a été enlevé. Au final, on a aussi reverse qui va nous permettre d'inverser notre liste. Donc là on a Pierre, Paul, Jacques. Si je fais reverse et que je sauvegarde et que je relance, maintenant on a Jacques, Paul, Pierre. Et un autre petit truc assez intéressant, c'est le sort, donc qui va nous permettre de trier notre liste. Donc je fais ça, j'enregistre, je relance, et là vous voyez qu'on a notre liste qui est triée par ordre alphabétique, donc Jacques, Paul, Pierre. Et ça marche aussi donc avec les nombres. Donc si je mets 0, 50, 2, 12 et 45 par exemple, que je trie cette liste et que je l'imprime, vous voyez que maintenant ma liste se retrouve dans le bon ordre, donc 0, 2, 12, 45 et 50. Donc voilà quelques petites opérations assez sympas qui vont nous être utiles assez souvent pour faire des opérations sur nos listes. Alors je pense que c'est le moment de faire un petit exercice puisque ça fait beaucoup de théorie que je vous lance à la suite, mais on n'a pas vraiment eu l'occasion de pratiquer sur un exercice un peu plus complet. Donc là, on va faire un petit programme tout simple qui va demander à l'utilisateur de rentrer un nombre et on va afficher la table de multiplication qui correspond à ce nombre. Donc, avant de commencer un programme, ça peut être bien des fois de savoir qu'est-ce qu'on va faire avant de partir directement dans le code. Donc pour ceci, je vais écrire quelques lignes en haut de mon code que je vais commenter. Donc commenter, ça veut dire qu'en fait elles ne vont pas être exécutées par le programme, puisque si je rentre bonjour tout le monde ici, ça Python va comprendre que c'est du code, sauf qu'il va rien y comprendre puisque c'est pas une boucle, c'est rien, c'est pas des variables, il n'y a rien qui marche, donc c'est juste du texte. Donc pour ça je vais devoir commenter les lignes. Donc pour les commenter, on met un petit dièse ici. Et vous voyez qu'une fois qu'on a mis le dièse, tout le texte qui va suivre va être en gris. Donc là, si je mets bonjour tout le monde, que je sauvegarde et que je relance, alors là, il faut que je revienne sur le desktop. Donc je fais cd desktop, voilà, je suis sur le desktop. Et j'appuie sur T, et là, donc vous voyez que rien ne se passe puisque cette ligne est commentée. Donc elle est annulée. Si j'enlève ce petit dièse,
et que je relance, vous voyez que là il comprend plus rien. Donc là, je vais prévoir mon programme à l'avance. Donc je vais écrire quelques lignes de commentaires pour coucher en fait par écrit les principales lignes de mon programme, donc qu'est-ce qu'on va avoir besoin de faire, comment on va le faire, etc. Donc c'est toujours une bonne idée de partir comme ça avec du texte au départ et du texte qu'on va convertir par la suite en programme. Alors là, vu que je sais que je vais faire des commentaires sur plusieurs lignes, je vais utiliser 3 guillemets, donc comme ceci. Ça va nous permettre d'écrire en fait, voilà, du texte comme ça, et de fermer ce bloc de commentaires après avec 3 guillemets encore une fois, et d'écrire notre code ici. Donc ça c'est voilà, pour faire des commentaires sur plusieurs lignes, pour nous éviter d'avoir à chaque fois à mettre des dièses comme ça sur chaque ligne. Donc là, je vais démarrer mon bloc de commentaires. Donc là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut commencer par récupérer ce que va saisir l'utilisateur. Donc récupérer ce que saisit l'utilisateur. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va vouloir vérifier si l'utilisateur il a bien saisi un nombre, parce que s'il n'a pas saisi un nombre, ça va créer des problèmes par la suite, puisqu'on ne va pas réussir à multiplier une chaîne de caractères, par exemple, donc ça va créer des problèmes. Donc il faut toujours vérifier en fait que l'utilisateur ne fait pas ce qu'il veut et qu'il nous envoie bien ce qu'on veut. Donc là, on va tester si c'est un nombre. Ensuite, si oui, on continue et on affiche la table de multiplication. Donc si oui, continuez, affichez la table de multiplication et demandez à l'utilisateur s'il souhaite quitter le programme ou non. Donc si c'est un nombre, on continue le programme, on affiche la table de multiplication, on demande à l'utilisateur s'il souhaite quitter le programme ou non. S'il quitte le programme, on arrête tout, et s'il ne veut pas quitter, eh bien on revient au début, on demande à l'utilisateur de saisir un nombre, on récupère ce qu'il saisit, on teste, etc. Sinon, donc si ce n'est pas un nombre, on arrête la boucle, donc arrêter la boucle, et demander à l'utilisateur de saisir un nombre. Donc si il nous met n'importe quoi, on revient au début et on lui redemande de saisir quelque chose de correct. Donc voilà pour la description. Donc je ferme mon bloc de description ici avec 3 guillemets et on va pouvoir commencer à créer notre code en fonction de ce qu'on a écrit ici. Donc pour commencer, on va récupérer ce que saisit l'utilisateur. Donc on va mettre ça dans une variable oInput et on va mettre un input, s'il vous plaît, saisissez, entrez un nombre. Voilà, je mets 2 points, je mets un espace après pour que ce soit un peu plus lisible. Donc là, on va demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. Ensuite, on va vérifier donc si ce que l'utilisateur a rentré est bien un nombre. Donc pour faire ceci, on va utiliser une fonction de Python qui s'appelle isDigit. Donc là, je vais imprimer le résultat pour que vous voyez ce que ça donne. Donc je vais faire un print, donc print oInput, point, donc comme on l'a vu tout à l'heure, on assigne une fonction à notre variable ici, donc oInput.isDigit, et on ouvre nos parenthèses ici, puisque ceci est une fonction, donc il faut des parenthèses. Donc je sauvegarde, je lance mon programme, s'il vous plaît, entrez un nombre, je mets 5, et là qu'est-ce qu'il me dit? True. Donc true, ça veut dire que c'est vrai, donc ce que j'ai entré est bien un nombre. Si je réessaye et que cette fois j'entre bonjour, il me met false. Donc false, ça veut dire que c'est faux, et donc que ce que j'ai saisi n'est pas un nombre. Donc là, on a réussi à faire notre deuxième partie, à savoir tester si c'est un nombre. Alors true et false, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est ce qu'on appelle un booléen. Donc un booléen, c'est une variable. Donc par exemple, si je dis bool égale false, eh bien je vais créer une variable donc de type booléen et je vais lui dire que tu vas être faux. Donc un booléen, ça a 2 états, vrai ou faux. Donc là c'est false et true. Donc ça va nous permettre de tester plein de choses. Donc là par exemple, je vais récupérer ça, donc oInput, et je vais créer une variable en fait qui va récupérer donc si c'est true ou si c'est false, et après en fonction de cette variable, on va pouvoir continuer ou non le programme. Donc là je vais faire bool égale
oInput.isDigit. Donc là, je fais la même chose que tout à l'heure, sauf que j'assigne ce résultat à une variable et j'imprime la variable par la suite. Donc là, ça va faire exactement la même chose. Ça, c'est true et ça, c'est false. Donc ça, c'était juste pour vous montrer que les booléens, ça peut être donc une variable au bool qui va prendre la valeur true ou la valeur false. Donc en fonction de ça, après par la suite, on va pouvoir continuer. Donc si oui, continuer, etc. Sinon, arrêter la boucle. Donc là, je vais lui dire if au bool égale, donc on met 2 égale, on n'oublie pas, égale true. Donc si oui, si c'est un nombre, là, on va continuer. Donc là, je vais mettre print continuer. Sinon, donc si au bool égale false, là, on va mettre erreur. Donc on va rester là-dessus pour l'instant. Après, on mettra tout le code qu'il faut là où il faut. Mais pour l'instant, on va juste faire ça pour voir si ça marche. Donc là, j'enregistre, je lance. S'il vous plaît, entrez un nombre, 10. Donc là, continuez. S'il vous plaît, entrez un nombre, bonjour. Et là, erreur. Donc là, ça marche. À savoir que dans ce cas-là, par exemple, on aurait pu aussi mettre un else, puisque le booléen n'a que 2 états, 0 ou 1, donc true ou false, vrai ou faux. Donc si le booléen n'est pas vrai, il est forcément faux. Donc si on met else, ça va forcément marcher aussi. Donc là, si je mets entrer un nombre, oui, continuer, ça marche. Entrer un nombre, bonjour, erreur. Donc moi, je vais préférer mettre elif au bool égale false, juste pour être sûr que c'est bien dans ce cas de figure précisément. Donc si ce n'est pas un nombre, on va aller là. Donc là, on va remplacer ce code ici par notre code ici qu'on veut exécuter, donc afficher la table de multiplication. Donc pour afficher la table de multiplication, j'imagine que vous vous en doutez, on va utiliser une boucle. Donc une boucle for, donc pour i in range, donc on va afficher la table de 0 à 10, donc 0 fois 1, 0 fois 2, etc. Et on va même, donc pour aller jusqu'à 10, mettre 11, puisque là ça va faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je mets les 2 points, je n'oublie pas. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement multiplier i par oInput. Donc i va prendre tour à tour 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, sachant qu'on va toujours partir de 0, je peux enlever le 0 et tout simplement laisser mon 11. Et donc multiplier, donc print i fois oInput. Donc je fais ça, je sauvegarde et je lance. Donc s'il vous plaît, entrez un nombre, je vais faire la table de 5, j'envoie 5 ici, et là, hop, qu'est-ce qu'il nous met? Il nous met 5, 55, 555, etc. Donc pourquoi? Bien tout simplement parce que ici, on a vérifié que c'était un nombre, mais on ne l'a pas pour autant converti en nombre. Donc ce qu'on a ici, c'est toujours une chaîne de caractères. Comme on l'a vu dans les leçons précédentes, tout ce qu'on va récupérer, qui va être saisi par l'utilisateur, ça va être une chaîne de caractères. Donc là, si c'est un nombre, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va le convertir. Donc oInput, ça va être égal à int oInput. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit que oInput, maintenant, ce n'est plus une chaîne de caractères, mais un nombre entier. Donc là, oInput égale int oInput. Donc là, on ne va pas avoir d'erreur, puisqu'on est sûr, une fois passé cette condition, que ce qu'on a récupéré est un nombre. Donc on ne va pas avoir d'erreur, parce que si on l'avait fait ici, si on avait mis oInput égale int oInput ici, avant de vérifier si c'était un nombre, on aurait une erreur si l'utilisateur décidait de rentrer une chaîne de caractères. Donc là, une fois qu'on a passé cette condition, on le convertit, et là on va pouvoir afficher notre table de multiplication. Donc là, pourquoi ça nous a fait plein de 5? Tout simplement puisque ça a affiché un certain nombre de fois la chaîne de caractères qu'on avait saisie. Donc là, ça a affiché 5, puis après 5 plus 5, donc comme c'est une chaîne de caractères, ça fait juste les mettre bout à bout. Donc c'est pour ça qu'on avait tout ça. Donc là, je relance mon programme, je lui entre un nombre, 5, et là, vous voyez, on a 0, 5, 10, 15, 20, etc. Donc là, ça marche. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est afficher un peu mieux notre résultat. Donc là, on va lui mettre print i, plus, donc là on va mettre le symbole multiplier,
plus au input. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher i, il va afficher la petite étoile et il va afficher au input. Donc là, on va avoir, par exemple, 0 fois 5. Et donc là, on va mettre égal. Et on va afficher après le égal le résultat, donc i fois au input. Donc là, on a i, donc 0, le symbole multiplié, donc fois, au input, donc i fois 5, plus, égal, donc i, donc 0 fois 5 égale 0 fois 5, donc 0. Donc on enregistre, on lance. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, donc là, il ne peut pas int et string, donc là, on a encore le même problème. Donc on va faire un string ici, un string ici, et un string ici. Donc là, on convertit notre nombre en chaîne de caractères, notre nombre en chaîne de caractères, et le résultat de notre opération, donc i fois au input en chaîne de caractères. Donc là, on est sûr que tout ce qu'on a ici, tout ce qu'on ajoute, c'est uniquement des chaînes de caractères, puisque ça, c'est des chaînes de caractères, et ça, on les a convertis en chaînes de caractères. Donc on n'a plus aucun nombre là-dedans, donc on va pouvoir l'afficher. Donc je sauvegarde, je relance, j'entre le nombre 5, et là ça marche. 0 fois 5 égale 0, 1 fois 5 égale 5, etc. Donc là, on a réussi à afficher notre table de multiplication. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à gérer l'erreur ici, et à faire en sorte qu'on puisse continuer ou non le programme pour faire d'autres multiplications. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On l'a déjà vu dans d'autres leçons, on va utiliser une boucle while. Donc pour ça, je vais faire une boucle while ici, et je vais mettre tout mon code à l'intérieur, donc tout ça ici, je vais le mettre dans ma boucle. Donc comment je fais ça? Je sélectionne tout, j'appuie sur Tab, et là, automatiquement, il va mettre une tabulation en fait sur tout mon bloc de texte. Donc comme ça, on a ça qui est contenu à l'intérieur de notre boucle while, et on va pouvoir continuer. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une variable, donc une variable au continué. Je vais mettre rien dedans, donc je vais quand même la définir comme une chaîne de caractères en mettant les guillemets, mais je vais rien mettre à l'intérieur. Et je vais lui dire, donc, while au continué est différent de O, donc O pour oui, donc si on dit oui, on va quitter le programme. Si on dit quoi que ce soit d'autre, on va continuer à demander à l'utilisateur de saisir un nombre et afficher la table de multiplication. Donc tant que continuer est différent de oui, je vais mettre plutôt quitter en fait, O quitter. O quitter, voilà, donc tant que O quitter est différent de oui, on va continuer. Donc si quitter est égal à oui, donc si l'utilisateur veut quitter, alors on quitte la boucle. Donc là voilà, j'enregistre. Et je vais devoir donc faire en sorte que mon programme va continuer si mon utilisateur entre oui. Donc là, je vais devoir mettre un autre input. Donc dans ma variable OQuitter, en fait, je vais mettre un input et je vais lui demander, voulez-vous quitter? Oui ou non. Je mets un petit espace après. Et donc là, dans notre variable, on va récupérer ce que va dire l'utilisateur. Donc si l'utilisateur il dit oui, donc il entre O, alors la condition va être vraie, donc O quitter va être égal à O, et donc on va sortir de la boucle et le programme va être fini. Si on a quoi que ce soit d'autre, eh bien O quitter va être différent de O, et donc on va continuer à faire la boucle. Donc là, je sauvegarde, je lance le programme, donc s'il vous plaît, entrez un nombre, j'entre 2. Là, il me dit, voulez-vous quitter? Je lui dis non. Et qu'est-ce qu'il fait? Il revient au début de la boucle. Donc là, il me redemande un nombre. Donc là, je vais y entrer 3. Donc là, il m'affiche la table de 3. Voulez-vous quitter? Toujours pas. Donc je lui entre un autre nombre, etc. Et maintenant, je veux quitter. Donc je mets oui. Et voilà, mon programme, c'est terminé. Donc c'est bon pour cette partie de la boucle. Et maintenant, on n'a plus qu'à régler le truc ici. Donc là, si on entre quelque chose d'autre qu'un nombre, on va afficher une erreur un peu mieux. Donc on va mettre print, s'il vous plaît, entrez un nombre, comme ceci, avec un petit point d'exclamation parce qu'on n'est pas content. Je relance le programme, donc s'il vous plaît, entrez un nombre. Et si je fais bonjour, là, il va me dire
Alors qu'est-ce qu'on a? Oui, s'il vous plaît, entrez un nombre. Ok, c'est exactement le même texte. Je vais peut-être changer. Je vais mettre erreur. Vous n'avez pas entré de nombre. Voilà. Comme ça, on va s'y perdre un peu moins parce que c'est exactement la même chose. Donc là, je quitte ça, je relance. Voilà. Donc s'il vous plaît, entrez un nombre. Je lui dis bonjour. Là, il me dit erreur, vous n'avez pas entré de nombre. Et il me redemande de saisir un nombre. Donc là, je peux taper ce que je veux. Tant que je n'aurai pas entré de nombre, il va me demander de saisir un nombre. Donc le seul moyen que j'ai de sortir de ce petit programme, c'est de lui faire une multiplication, donc une table de multiplication. Donc là, ça marche bien, on a notre table qui s'affiche. Et il nous demande si on veut quitter, on lui dit oui, et on quitte. Donc voilà pour ce petit exercice. Donc on a vu plusieurs choses, on a vu les booléens, tout ça, comment faire des conditions, comment tester des conditions, comment faire un petit calcul assez facile ici, et comment donc automatiser quelque chose qui prendrait pas mal de temps à faire à la main. Dernière chose pour simplifier notre code, ici vous voyez qu'on a mis obool égale oinput.isDigit, donc là on a récupéré la valeur ici dans une variable obool. On peut faire plus simple. En fait, par défaut, quand on fait une condition if, on peut tout simplement lui mettre ça ici, donc oinput.isDigit, et si c'est vrai, il va continuer. Donc ça revient au même de faire if obool. Donc là, si j'enlève le true, il va regarder si obool est égal à true, et il va continuer. Donc là, je relance le programme. S'il vous plaît, entrez un nombre, ça marche parfaitement. Donc on n'est pas obligé, quand on veut tester si quelque chose est vrai, de mettre égal true. Par contre, pour false, il faut tester puisque il va falloir tester l'inverse. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre l'inverse de obool. Donc obool, par défaut, il va tester si il est vrai. Donc si on met elif not obool, donc là, on va quitter le programme. Donc attends, hop, voulez-vous quitter? Oui, hop. Donc là, je sauvegarde, je relance. S'il vous plaît, entrez un nombre. Si je lui dis bonjour, bam, j'ai l'erreur. Donc puisqu'il a bien vérifié que ce n'était pas un nombre. Donc si not obool, donc si obool n'est pas vrai, eh bien on va là-dedans. Donc si obool est faux, on va ici. Et donc je peux simplifier encore plus en supprimant cette variable et en copiant simplement ce bout de texte ici. Donc si le input est un nombre, on continue. Si le input n'est pas un nombre, on lui met une erreur. Donc c'est un peu plus facile à comprendre comme ça fait une variable en moins, et notre code fait 2-3 lignes de moins. Donc là, on va pouvoir tester. Donc je sauvegarde, je relance. S'il vous plaît, entrez un nombre, 5, ça marche. Voulez-vous continuer? Voulez-vous quitter? Non. S'il vous plaît, entrez un nombre, je lui dis bonjour, et il me met une erreur. Donc voilà comment simplifier un peu le code. Donc c'est terminé pour cette première partie avec les bases de Python, et donc on se retrouve dans 2 prochains tutoriels sur ce langage de programmation dans lesquels on va explorer les fonctions avancées de Python, donc comme par exemple les modules, les fonctions. Donc merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt sur matreal.com. Always look on the right side of life.